Écoutez, on va appeler la communication suivante du docteur Ardouin. Que retenir de l'évolution des arthroplasties de poignet au cours des 50 dernières années? Que ça marche mieux. Au début, c'était un peu terrible. Merci également au professeur Merle et au professeur Sternberg pour leur invitation. Merci au docteur Cognet de nous faire confiance. Je vais être un peu moins éco-chirurgien parce que je vais vous parler des arthroplasties de poignet. Les conflits d'intérêts pour vous dire que j'en ai pas avec cette communication en ce qui concerne les arthroplasties. Les arthroplasties du poignet ont une histoire encore plus longue que les arthroplasties de hanche. Gluck, un chirurgien allemand en 1890, avait réalisé la première arthroplastie de poignet sur un cas d'arthrite tuberculeuse en utilisant un implant en ivoire de type ball and socket. Un an après, la prothèse était toujours en place, mais compliquée d'une fistule liée à la pathologie initiale. Malgré cette tentative ancienne, l'idée d'une arthroplastie de poignet a été ensuite oubliée jusqu'aux années 70, et c'est bien l'arthroplastie de hanche qui fut l'implant articulaire du XXe siècle. Nous allons donc présenter l'histoire et les résultats du remplacement articulaire du poignet sur les 50 dernières années. À ce jour, la cinématique de cette articulation complexe est encore mal connue. Il existe, en plus de la mobilité entre le carpe et le radius, une mobilité médiocarpienne entre la première et la deuxième rangée du carpe. Il faut aussi prendre en compte l'articulation carpo-métacarpienne dans le fonctionnement des arthroplasties. Classiquement, le centre de rotation du poignet est le capitatum. Et dans la vie courante, le mouvement n'est pas seulement une flexion dorsopalmaire, ni des inclinaisons, mais un passage de la position dorsoradiale vers la position palmo-ulnaire, tarsoid motion dont nous avons parlé tout à l'heure. Alfred Swanson et John Niebauer ont introduit dans les années 60 le concept des implants flexibles en silicone, qui a tenté de révolutionner la prise en charge des patients rhumatismaux. On parle peut-être plus d'un spacer que d'une prothèse. Cet implant est composé d'une pièce cylindrique qui relie deux tiges avec des grommettes métalliques pour également tenter d'éviter l'enfoncement de la prothèse lorsque le capital osseux est médiocre. Alors, quel fut le devenir de ces implants? Alberto Luque à Barcelone rapportait en 1998 son expérience à propos de seulement 33 implants chez des patients rhumatismaux, mais avec un recul important entre 7 et 19 ans. Les complications radiographiques étaient nombreuses, avec des ruptures d'implants, surtout avec les implants initiaux en silicone conventionnel. Cette autre série suisse de l'équipe de RN et Ziemann confirmait les dégradations radiologiques chez 18 patients à 10 ans de recul, avec, comme vous le voyez, des carpites destructives qui aggravent le collapsus carpien et la déviation ulnaire du carpe. Les reprises de ces prothèses étaient lourdes, avec des arthrodèses totales et greffes osseuses massives qui ont condamné l'utilisation de ces implants. Les implants de deuxième génération, puis de troisième génération, ont été développés à partir des années 70. Ils associaient un implant radial et un implant carpien fixé sur les métacarpiens. Les dessins et les couples étaient multiples. Le seul point commun était la résection métacarpienne large. Nous distinguerons les implants de type ball and socket comme la prothèse de Meuly, les prothèses semi-contraintes comme la prothèse de Vols, et les autres implants concaves, convexes, ellipsoïdes, dits de troisième génération. La prothèse de Meuly de 72 est une prothèse assez stable, inversée du fait de son dessin. Le composant radial était constitué de deux tiges, comme le composant métacarpien, pour tenter de limiter les micro-mouvements. Les décèlements précoces, malgré cela, n'ont pu être évités chez 15 des 50 patients. La prothèse de Vols en 73 était inspirée du concept de Charnley de la low friction arthroplastie. Le dessin de la prothèse reproduisait au mieux la biomécanique du poignet et permettait cette fois une rotation. La fixation insuffisante dans le métacarpien entraînait à court terme des décèlements de l'implant distal et la rotation n'a pas évité des cas d'instabilité. L'implant biaxial, développé dans les années 80 à la Mayo Clinic aux États-Unis, associé à une tige radiale en chrome cobalt et une tige carpienne se prolongeant dans le troisième métacarpien
avec un condyle en polyéthylène. Cette prothèse a été mieux suivie et mieux documentée, comme cette série rétrospective de Cobb et Beckenbaugh de 46 patients rhumatoïdes au recul moyen de 6,5 ans, avec une amélioration fonctionnelle constante, une survie à 5 ans de 83%, mais 22% de décèlement et déjà 8 reprises à ce faible recul. La prothèse de Desto de 91 est un implant non contraint en acier polyéthylène. Cette série française de Michel Levadou et Régis Legré est originale car d'arthrose post-traumatique, elle montrait un taux de survie à 85% à 4 ans et des résultats cliniques satisfaisants. Ensuite, la prothèse UTW, Universal Total Wrist, a été développée par Menon à partir de 88. C'est une prothèse plus classique qui reprend le principe du condyle carpien. Le capital osseux devait cependant être suffisant pour permettre un ancrage suffisant de l'implant carpien. Malgré la modification de la fixation distale sur le carpe et pas sur les métacarpes, les résultats ont été grevés par un taux de complication de 28% sur la série du concepteur à 6,7 ans de recul. Une autre série du TW évaluant les modifications du dessin et cette fois un implant cimenté. Les résultats ne se sont pas améliorés, avec 50% de reprise sur 19 implants au recul moyen de 7,3 ans. Cavalier et Chung ont réalisé une large revue comparant 18 séries de prothèses, soit 500 implants de première, deuxième et troisième génération, versus 20 séries, soit 800 arthrodèses. La plupart des séries montraient une diminution des douleurs, quelle que soit la technique, arthrodèse ou prothèse. Les valeurs moyennes des amplitudes articulaires des prothèses sont similaires pour la plupart des implants et généralement proches de l'amplitude fonctionnelle. La chirurgie prothétique semble donc une chirurgie gagnante sur la fonction à court et moyen terme, mais les complications dans le groupe prothèse restent nettement plus importantes, 30% contre 17% pour les arthrodèses. Les implants de quatrième génération, comme la Freedom, la Remotion ou la Maestro, avaient comme cahier des charges de diminuer les résections osseuses, conserver la radio lunaire distale, limiter les fixations métacarpiennes et restaurer les centres de rotation du poignet. Une exception, la prothèse Motec, comme vous le voyez, un implant métal-métal de type ball and socket, avec des tiges vissées en titane dans le radius et dans le troisième métacarpien. Travail important de Sagerforce, qui a analysé 219 de prothèses de troisième et quatrième génération au recul moyen de 7 ans. La survie rapportée des implants de troisième génération variait considérablement d'une publication à l'autre, de 100% à un suivi moyen de 5,5 ans à 62% à 8 ans. Les implants de quatrième génération ont un taux de survie nettement supérieur à ceux de troisième génération, passant de 81% à 99% à 5 ans pour la Remotion et à 95% pour un autre implant, la Maestro, en prenant cependant comme critère la dépose de l'implant. Les courbes de survie ne reflètent cependant pas le taux de réel de décèlement. Certains des implants survivants peuvent être cliniquement bien tolérés, mais radiologiquement inquiétants, ce qui doit nous rendre très prudents sur l'avenir des implants de quatrième génération à plus long terme. La Motec a été aussi utilisée pour des indications plus larges que les seuls patients rhumatoïdes. Donc ici, cette prothèse métal-métal avec, à 10 ans, 86% de survie. Une méta-analyse de 2008 a confirmé que les implants de quatrième génération avaient moins de complications que les générations précédentes, avec des taux de survie à 95% et 100% à 5 ans, et à 10 ans de 86%. Cette méta-analyse plus récente, avec des résultats mêlant des prothèses de troisième génération et de quatrième génération, rapportait des taux de complications encore importants, entre 11 et 68%, des taux de survie à 5 ans entre 57 et 100%. Sa conclusion est sévère, pas de justification à l'utilisation large des prothèses, mais sans faire de distinction claire dans les résultats entre les implants de troisième et quatrième génération. Autre méta-analyse de 2022 qui confirme ces données et les progrès des implants de quatrième génération. Elle est nettement plus encourageante, et encore une fois, la prudence reste de mise, car le taux de survie est défini par la persistance de l'implant en dernier recul et n'inclut donc pas les douleurs résiduelles, l'état radiographique ou les autres complications. Michel Botkins et Guillaume Herzberg ont fait la synthèse de l'utilisation de l'implant Remotion de quatrième génération depuis 2003, avec un taux de
95% à 5 ans, mais toujours des décellements à surveiller, même si non symptomatiques. Il recommandait une technique chirurgicale rigoureuse avec contrôle scopique pour tenter de limiter le risque de luxation ou au contraire de raideur. Ils associaient systématiquement une arthrodèse des os du carpe. Au total, les indications de retenue sont les poignets douloureux avec destruction sévère à mobilité conservée, les poignets rhumatoïdes avec demande fonctionnelle faible, les arthroses idiopathiques ou post-traumatiques évoluées. Étaient contre-indiqués les patients jeunes de moins de 50 ans, présentant une ostéoporose sévère ou un stock osseux limité, des poignets raides, par exemple des fusions spontanées type Siemens 1. Les prothèses, quelle que soit la génération, sont donc victimes d'ostéolyse périprothétique. Outre la réponse de l'hôte aux débris particulaires, la physiopathologie exacte de l'ostéolyse reste une énigme. Il ne semble pas y avoir de corrélation directe entre l'ampleur de l'ostéolyse et la quantité de polyéthylène ou de débris métalliques dans des échantillons sanguins et des échantillons prélevés à l'interface osseuse de l'implant. Alors, quelle en est la cause ? Le stress shielding pourrait être un autre mécanisme. Le fait que la résorption osseuse soit localisée au niveau épiphysaire, là où la charge est transmise par les composants de l'implant, renforce cette hypothèse. En ce qui concerne la MOTEC, l'implant métal-métal de type ball and socket, 2 cas de réaction indésirable aux métaux ont été décrits dans la littérature chez des patients jeunes actifs, comme ce cas de prothèse réalisée pour séquelles traumatiques chez un patient de 57 ans. Le stress shielding paraît une cause associée possible du fait de ces fixations distales vissées fortes. Qu'en est-il des reprises chirurgicales ? Botkins et Herzberg recommandent plutôt une arthrodèse qu'une reprise de la prothèse par une autre prothèse. Pour les implants MOTEC, l'arthrodèse totale du poignet paraît aussi préférable. L'utilisation de plaques dédiées et un apport osseux iliaque systématique permettait cependant un résultat fiable avec 100% de fusion sur ces 11 cas. Nous allons maintenant montrer un concept de prothèse totalement différent qui reste cependant une alternative à l'arthrodèse. C'est un implant ellipsoïde, libre et adaptatif en pyrocarbone développé par Philippe Belmer dans notre centre que nous utilisons depuis plus de 15 ans et dont nous avons publié les premiers résultats en 2012. Rappelons rapidement les propriétés du pyrocarbone, qui est un matériau inerte avec une excellente biotolérance. Son module d'élasticité est proche de l'os cortical avec une rugosité très basse limitant les risques d'usure. Les indications de retenue, comme vous le voyez, sont plus larges que celles des prothèses totales. Cet implant d'interposition concerne les poignets rhumatoïdes sans déformation et les arthroses idiopathiques des patients de plus de 60 ans. Également les arthroses post-traumatiques, y compris les arthroses médiocarpiennes de type 3, en alternative au traitement conservateur chez les patients à partir de 60 ans. Les cas de Kienbock évolués, les séquelles d'arthrite sont aussi des situations classiques. L'amandis a enfin été utilisé en reprise d'intervention conservatrice, comme les arthrodèses partielles, les résections de première rangée, et aussi pour les reprises d'arthroplastie totale. Les seules contre-indications, comme les prothèses, sont les pertes de substances osseuses et instabilité majeure et les infections récentes non stabilisées. 70 cas sont publiés dans la littérature, avec un taux de moyen de luxation de 17%, très variable comme vous voyez entre 0 et 50% selon série. Il a été nécessaire de retirer l'implant dans 7% en moyenne, mais encore avec une grande disparité entre 0 et 30%. La courbe de survie des implants en pyrocarbone à 10 ans est bien plus favorable pour le moment, comme vous le voyez sur cette série. Première série publiée à 5 ans, avec 10 reprises précoces sur 63 cas. Bien noter que ces reprises étaient dans la première année, avec des conflits, un conflit nocarpien et des épisodes d'instabilité. Après 1 an de recul, nous n'avons pas à déplorer de nouveaux événements. Plus précisément, cette évaluation à 5 cas des 63 premières amandis, avec des indications diverses et 90% de patients satisfaits ou très satisfaits, des amplitudes fonctionnelles stables entre 2 et 5 ans. Les paramètres radiographiques sont aussi stables entre 2 et 5 ans. Et maintenant, parlons des patients. Voici un cas d'amandis à 10 ans de recul pour une arthropathie évoluée séquelaire d'infection stabilisée. Un résultat clinique et radiographique satisfaisant,
sans aucune anomalie osseuse périprothétique à 10 ans. Notre évaluation des patients rhumatismaux, voici les 28 amandis qui montrent qu'il n'y avait pas plus de complications qu'avec les prothèses totales et des résultats fonctionnels au moins aussi bons. Ici, un cas de patiente de 56 ans présentant une polyarthrite rhumatoïde stabilisée par une biothérapie depuis 9 ans avec des douleurs des 2 poignets. Elle avait été déjà opérée à gauche dans un entre-centre avec arthrodèse radiolunaire. 1 an post-opératoire de 2 arthroplasties dans une désarthrodèse prothèse à gauche. Son résultat radiographique à 64 mois avec depuis des prothèses radiolunaires distales bilatérales et un implant STT en pyrocarbone à gauche. Et voici son résultat clinique à 64 mois. Si nous cherchons à comparer les courbes de survie, il apparaît que la courbe de survie des implants en pyrocarbone est bien plus favorable à 10 ans et surtout est stable entre 1 et 10 ans. Nos résultats satisfaisants sont à comparer à cette série montrant plus de 50% de reprises pour instabilité et erreur de taille. Cela confirme la nécessité de respecter les indications et d'éviter les déformations sévères. La technique chirurgicale doit être minutieuse, en prenant garde aux effets CAM, en vérifiant, comme pour les prothèses totales, la tension ligamentaire et en évitant les implants surdimensionnés. Il est certain que la courbe d'apprentissage est longue, mais peut être limitée par la formation et le compagnonnage. En conclusion, vous l'avez vu, l'arthroplastie totale demeure un réel challenge en 2023. Si les implants historiques ont disparu, les prothèses non contraintes ont évolué et permettent, comme au genou et à la hanche, de préserver la fonction. Au XXIe siècle, les indications sont progressivement passées des patients polyarthrite rhumatoïde moins demandeurs fonctionnellement à d'autres plus actifs avec des taux de survie qui, malgré tout, progressent. En revanche, nous avons encore des difficultés à reproduire la cinématique du poignet, notamment pour les mouvements complexes comme le Dartwing Motion. Cela explique sûrement une ostéolyse périprothétique constante entre 5 et 10 ans post-opératoire qui reste préoccupante, en particulier pour le composant carpien de la plupart des modèles. Nous devons rester humbles et prudents. Les arthroplasties ne semblent finalement que retarder le temps de l'arthrodèse et les nouveaux implants vont devoir faire leurs preuves. Fournir aux patients des informations claires et honnêtes concernant les résultats et les complications de l'arthroplastie du poignet, discuter les avantages et les inconvénients de l'arthroplastie de l'arthrodèse et en même temps sélectionner les patients pour l'une ou l'autre procédure sont des tâches complexes nécessitant une expertise et une expérience considérables. L'Amandis, cet implant libre et adaptatif en pyrocarbone, requiert cette expertise technique pour éviter les luxations. C'est par contre le seul implant avec des résultats cliniques et radiologiques stables à plus de 10 ans, malgré des indications plus larges. Le présent semble donc peut-être plus à la formation à cet implant difficile qu'à la réinvention des prothèses non contraintes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Ardouin. Et si j'ai compris, si je me fais mettre une prothèse en pyrocarbone, je la fais mettre à Nantes. Oui, parce que ça fait quand même 17 plus 7, ça fait quand même 24% de complications. Ça fait beaucoup. En dehors de Nantes, j'ai compris. C'est un concept qui reste récent et vous avez raison. On a payé de la fausse simplicité de cette évolution de l'arthroplastie ancienne d'Ollier. Il ne faut pas simplement poser l'implant dans un trou, mais l'adapter à une anatomie pathologique. Je vais vous rassurer, à l'autre extrémité distale du membre inférieur, il y a eu aussi des tentatives pour les adducts rigidus qui ont été un petit peu abandonnés. Le chirurgien de l'œil, Dr Rosenwolf, oui, donc t'en mets pas quand même dans les yeux, non? Non, enfin, mais d'autres prothèses, mais pas celle-ci, heureusement. Oui, donc c'est une question sur les technologies actuelles et futures, notamment. En particulier, quand je vois que le poignet est une articulation quand même qui comporte plusieurs fragments osseux, enfin plusieurs os plutôt, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu sur les réparations de fractures multiples du bassin et dans lequel on utilisait par exemple l'intelligence artificielle, le métavers, pour prévoir par quel morceau commencer, de façon à ordonner de façon virtuelle l'ordre de ces gestes ou l'ordre de ces réductions.
Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on vous avait évoqué justement dans ces mêmes chirurgies, l'utilisation de prothèses sur mesure réalisées per-op pratiquement en 3D grâce aux imprimantes 3D. Est-ce qu'il y a justement, puisque vous parliez des prothèses, est-ce que ça fait partie de l'avenir de la chirurgie du poignet ou notamment pour anticiper les mouvements, pour anticiper la liberté, etc. Alors, c'est quelque chose qui se développe de façon très très récente. Là, il y a une équipe chinoise qui vient de publier, je n'en ai pas parlé dans le topo, mais en faisant la bibliographie, j'ai retrouvé ça, janvier de cette année, une étude où ils ont effectivement fait des repérages scanographiques, comparés au poignet sain contralatéral, et ils impriment en 3D des prothèses de poignet qui ressemblent à celles que vous avez vues de 4e génération. J'ai du mal à croire que ça va répondre aux problèmes biomécaniques. On voit bien que les deux concepts qui existent encore, c'est soit venir traverser et fixer énormément le bloc carpo-métacarpien ou avoir des prothèses les moins contraintes possibles. Et pour l'instant, ça ne fait que retarder l'échec de cette arthrodèse. Donc, est-ce qu'ensuite, la planification va nous permettre de mieux poser ces implants? Si le concept de mécanique est mauvais, je pense que c'est là qu'il faut continuer à travailler. Et pourquoi les amandis fonctionnent peut-être un petit peu moins mal? Parce qu'il n'y a pas d'ancrage osseux, premièrement, et parce qu'on conserve probablement beaucoup mieux le mouvement médiocarpien, le Dartring motion. Mais au prix d'instabilité, et effectivement, c'est se lancer avec un implant qui ne peut être au départ qu'instable dans une anatomie pathologique. Donc, ça nécessite une formation. Professeur Merle. Bon, Ludovic, je vous félicite parce que vous avez, avec beaucoup d'honnêteté, présenté les échecs de ces prothèses. Vous avez été gentil avec M. Benkenbo de la Mayo Clinic, parce que moi, je l'ai bien connu, mais vous avez oublié de dire qu'il y a eu la génération 1, la génération 2, la génération 3 pour la même prothèse. Ça veut dire que ça ne marche pas. Le problème qui est insoluble, et on l'a deviné à travers votre topo, c'est que les prothèses travaillent en compression et en distraction, et que cet effet piston qui se produit sur les deux pièces de votre prothèse sont meurtrières, sont vraiment d'une agressivité terrible sur le capital osseux. Alors moi, j'ai beaucoup pêché dans les prothèses de poignet parce qu'avant les biothérapies, j'avais les polyarthrites rhumatoïdes à traiter. Donc, on arrivait à des compromis acceptables sur des gens qui ne voulaient plus souffrir et qui avaient des besoins modestes de mobilité au niveau du poignet. Mais vous êtes passé à Nancy et vous avez vu qu'on a des travailleurs, des vrais travailleurs de la sidérurgie, de l'industrie lourde. Et quand on commence à leur faire un cycle comme celui-là avec des prothèses qui se terminent toujours par une arthrodèse, ils ne sont pas contents de l'arthrodèse, car à long terme, quand elle est en 3e ou 4e position au point de vue chirurgical, le poignet reste toujours douloureux. C'est pour cela que quand on s'adresse à des plus jeunes traumatisés du poignet, je crois qu'il faut bien poser le problème de l'indication. L'arthrodèse qui marche bien, c'est celle qu'on réalise en première attention. Le compromis que vous avez donné de Philippe Belmer sur l'amandis, c'est un bon compromis, mais il faut avoir le permis de conduire pour éviter les subluxations. Je pense qu'on Merci. On est totalement d'accord avec vous. Et pourquoi on va pousser les choses sur de l'arthrose post-traumatique? C'est cet exemple de patient, je suis allé un peu vite, là, de 60 ans, 64 ans, qui avait un poignet où on aurait très bien pu faire une arthrodèse des 4 os, mais elle avait une géode importante sur le lunatome et on ne veut pas s'exposer à une pseudo-arthrodèse. On a confiance maintenant en l'implant. Maintenant, chez des patients jeunes, oui, il faut savoir faire l'arthrodèse ou une résection de première rangée, comme le proposait le professeur Schoenberg, au bon moment. Ça ne va pas tout remplacer. Professeur Schoenberg. Je voudrais vous féliciter de cette revue et cette objectivité. Et je dirais que ce que j'ai remarqué dans les présentations, donc ce ne sont que quelques cas, mais j'ai vu que en dehors des formes que vous avez présentées avec l'amandis, je ne voyais pas de solution conservatrice. Vous avez réservé cette indication à des formes où seule l'arthrodèse était une option. Je dirais que la prothèse, pour moi, se justifie quand on ne peut faire que l'arthrodèse et que pour éviter l'arthrodèse, on prend éventuellement l'option. Mais ce qu'on retrouve dans beaucoup de publications, si on analyse de près, et vous avez deux exemples précis qui sont des cas où une résection de la première rangée donnait des résultats au-delà de 10 ans, même si c'était bon,
c'est variable. Je vois que Ouais. Olivier n'a pas peut-être la même conviction. Je ne suis pas un spécialiste, Oui. mais le peu de résection de la première rangée des eaux du Carpe que j'ai fait ont été assez catastrophiques. Je dirais que autant cette intervention, pour revenir sur cette parenthèse, a été, disons, accueillie avec une énorme prudence, aujourd'hui, elle est décrite et réalisée couramment. Je dirais que c'est une intervention qui a trouvé sa place sans discussion en France et dans le monde entier. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut réserver cette indication de l'arthroplastie qui est hasardeuse encore aujourd'hui à des formes où on n'a pas d'autres possibilités. Et dans les autres cas, personnellement, je ne partage pas le point de vue de passer à l'arthroplastie parce que c'est toujours une aventure. On a une question du professeur Hudson du Brésil. Professeur Hudson? Non? Ah oui. Est-ce que la contre-indication de faire de la chirurgie dans un sujet de moins de 50 ans, qui n'a pas de problème, mais un problème traumatique, par exemple, est-ce que cette indication de la chirurgie est contre-indication absolue ou relative? Alors, pour ma part, et dans notre école, ce sera une contre-indication absolue. Maintenant, comme je le disais, l'important, c'est l'humain. Et il faut savoir avoir ce discours clair et franc avec le patient, expliquer ce qu'il risque. Et on voit bien, hein, toutes les séries montrent que ça va simplement retarder l'échéance d'une arthrodèse. Quand on peut faire autre chose et un traitement conservateur, comme vient de le dire M. Schoenberg, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Je n'irai pas proposer ça en première intention. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Peut-être pour l'amandis, où là, on a des résultats chez des patients jeunes qui commencent à être intéressants. Mes réponses dans 10 ans. Je resterai très prudent. Merci. Je suis très triste, le professeur Catonnet n'a pas encore parlé. Qu'est-ce qui t'arrive? Le professeur Catonnet ne connaît pas bien le poignet. Oui, il est plus comme c'est pas du tout. Mais par contre, j'ai beaucoup dirigé des services où on faisait quand même des poignets en garde. On n'est pas obligé d'être oui, mais on faisait plus de Capangi qu'autre chose. Spécialiste. Voilà, c'est ça. De notre époque. Donc, moi, la question que je me posais deux questions en fait, voilà, sur l'ensemble des communications. La première, c'était au sujet des fractures de poignet. Y a-t-il encore une place pour le traitement orthopédique? Parce que dans les fractures déplacement postérieur, dans les protocoles, autrement dit, dans les extra-articulaires, bien sûr, parce qu'il me semblait qu'il restait quand même quelques indications. J'ai vu autour de moi pas mal de fractures traitées par un plâtre tout bête. Dans les fractures extra-articulaires, je dis bien. Alors, je vois. Alors, on a de nombreux spécialistes. Voilà. Dans la vraie protocole. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, le traitement orthopédique il reste indiqué pour l'immense majorité des fractures du poignet dans le monde. C'est le premier traitement non déplacé, vous avez des dit. fractures non déplacées. Voilà, absolument. D'accord, pas de problème. On va dire sur le continent nord-américain, les fractures déplacées ne sont pas opérées. Elles sont réduites, puis immobilisées. Et en cas de déplacement qui va consolider en calvicieux, la discussion s'établit entre le patient et le chirurgien pour intervenir, donc sur une cure de calvicieux. L'approche européenne et asiatique est complètement différente. Et cette approche que certains ont qualifiée d'agressivité chirurgicale, aujourd'hui, elle est complètement défendable puisqu'on a les résultats fonctionnels qui suivent sans plus de complications finalement. Et surtout avec une qualité de vie pour le patient qui aujourd'hui est quantifiée. On ne peut pas développer, mais les études économiques dont j'ai parlé à la fin de mon topo évaluent justement cette qualité de vie du patient, et le patient opéré a une meilleure qualité de vie que le patient non opéré. Et ces études ont même prouvé, c'est un petit peu fort, mais que économiquement, il est préférable d'opérer quelqu'un que de ne pas l'opérer, une fracture du poignet, et ça coûtera moins cher à la société. Merci. Deuxième réflexion que je me faisais, c'était au sujet de la radio, l'échographie chirurgicale. Voilà. Oui, l'assistance échographique. Et la question et la réponse qu'a faite également Gérard Morvan. Doit-on considérer quand même que c'est
parfois de la chirurgie, de la radio-interventionnelle ou de la chirurgie assistée par échographie. Les radiologues, certains radiologues considèrent que c'est de la radio-interventionnelle. Je suis désolé. C'est toute la problématique. Je ne peux pas allumer le feu, mais non, c'est intéressant de poser le problème. Non, mais tu poses le vrai problème. Non, alors, moi, le point de vue que j'ai des confrères radiologues dans le service qui font des gestes en interventionnel. Je dirais, alors, ils ont peur de couper. Donc, ils font des gestes à l'aiguille. Donc, on sait que, par exemple, sur les doigts ressauts, les gestes à l'aiguille sont des gestes incomplets. Si on vient ouvrir, ils fragilisent la poulie et il faut sectionner. Comme quand ils font avec des sortes des aiguilles, des gestes sur les dupuytren, même sur les canaux carpiens. Des gens qui essaient d'ouvrir des ligaments annulaires, c'est des libérations partielles. Je pense que les chirurgiens, on va vouloir faire un geste. L'objectif, il est de reproduire le geste qu'on faisait avant pour avoir une libération qui est complète, sans récidive, sans problème. C'est-à-dire avoir un résultat à long terme. Donc, nous, on va faire un geste guidé par échographie, mais qui reste un geste chirurgical, c'est-à-dire qu'on tranche. On reste des barbiers. Mais je pense qu'on fait des gestes qui sont un peu plus agressifs parce qu'on sait qu'on peut réparer les structures sous-jacentes et qu'on maîtrise totalement notre geste. Professeur Joannet. Monsieur le secrétaire perpétuel. Oui, sur ce point. Tu n'es quand même pas spécialiste du DAM. Hein. Non, pas du tout. Non, mais sur ce point, justement, c'est un sujet qui concerne toutes les spécialités chirurgicales, et plus ou moins d'ailleurs. Et donc, l'Académie de médecine va rédiger, puisqu'elle a fait de très nombreuses auditions en interrogeant spécialité par spécialité et en essayant de faire la part des choses. Pour voir un peu quel était l'état des lieux. Pour l'Académie de chirurgie et pour l'Académie de médecine, c'est pareil. Nous ne faisons plus de différence entre chirurgiens et médecins. Alors, après, il y a un problème de sémantique. Certains disent interventionnel et d'autres opératoire. Puisque de toute façon, c'est la même intention thérapeutique et souvent, ce sont les mêmes gestes. Pas toujours, mais c'est souvent les mêmes gestes. Et donc, là, il y a et pour finir, l'Académie de chirurgie admet parmi ses membres des médecins interventionnels, des cardiologues, des pneumologues. Le docteur Gérard Morvan, par exemple, est un radiologue, mais il est membre de l'Académie de chirurgie et même membre de son conseil d'administration parce que c'est un radiologue interventionnel. Nous ne faisons plus de différence. Merci. J'ai interrogé aussi les présidents, parce qu'il y a deux présidents, le président Mar et le professeur Benamou. Est-ce que vous avez une question? C'est parfait. Bon, les présidents sont contents.